peu d'expérimentation, mais au final, je vais aussi pas mal parler de théorie, de choses assez générales sur qu'est-ce qui se passe quand on a de la biodiversité végétale et quand on mélange des variétés. Et du coup, je vais faire un peu des allers-retours entre ce que peut apporter l'écologie scientifique pour cette question-là et ce dont on a besoin en agronomie, en agriculture. Vous allez voir. Alors, du coup, je vais partir de choses très très basiques. Alors, peut-être que ça a déjà été dit ici, et je ne vais pas assez passer vite. De toute façon, tout ça, ça part de l'idée qu'on ne peut pas continuer avec l'agriculture actuelle, dans le sens agriculture intensive, avec beaucoup d'intrants. On sait que cette agriculture n'est pas durable. Les pratiques ont tendance à dégrader les sols. La production des intrants comme les engrais n'est pas durable. On sait qu'il y a des effets négatifs sur les autres écosystèmes et la biodiversité, en particulier par l'usage des pesticides. Et puis aussi de plus en plus, on a besoin d'une agriculture, enfin on demande une agriculture, on va dire multifonctionnelle, c'est-à-dire pas juste qui produit des quintaux de blé, mais qui préserve les sols, qui régule le climat, qui se déploie dans un paysage agréable à regarder, etc. Donc de toute façon, les pratiques actuelles, intensives, ne sont plus tellement acceptées. Alors évidemment, on n'est pas arrivé au bout de l'agriculture intensive, mais c'est quand même très reconnu qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et du coup, l'idée de l'agroécologie, c'est qu'on peut s'inspirer des écosystèmes naturels, on peut s'inspirer des processus écologiques naturels qui ont lieu dans ces écosystèmes, avec l'idée typiquement que les écosystèmes naturels sont forcément durables par définition. Alors ils n'ont pas une durée de vie infinie, mais typiquement dans un écosystème naturel, le cycle des nutriments est bouclé, c'est-à-dire qu'il y a des pertes de nutriments, mais il y a des nutriments qui arrivent chaque année et puis ça s'équilibre. Du coup, la fertilité des sols se maintient sur le long terme. En agriculture, un des problèmes, c'est tous les agresseurs des plantes. Et typiquement, dans un écosystème naturel avec une assez bonne biodiversité végétale, effectivement, il y a des herbivores qui vont attaquer les plantes, il y a des pucerons, etc. Mais en fait, l'effet de la biodiversité fait que ces effets des pathogènes, des herbivores, ne vont pas être dramatiques et que l'écosystème va continuer à se maintenir. Ça, je passe. Du coup, finalement, l'idée de l'agroécologie, c'est de développer des pratiques qui permettent de remplacer les intrants et les interventions humaines par des processus écologiques pour rendre l'agriculture plus durable. Alors évidemment, le but n'est pas forcément de remplacer tous les intrants et toutes les interventions humaines, mais l'idée, c'est d'en remplacer une partie par des processus écologiques. Donc ça dit, ce schéma, ça dit à peu près la même chose. Finalement, avec des hauts niveaux d'intrants, en fait, ce qui se passe, c'est que on a bien. L'idée, c'est bien de se baser sur un écosystème. Donc, on a un champ avec du sol, on fait pousser des plantes. Donc, c'est ce que j'appelle l'écosystème ici. Mais finalement, pour produire des services d'approvisionnement, pour produire de la nourriture, en fait, on se base énormément sur des apports d'intrants, des inputs en anglais. Et du coup, ce service d'approvisionnement est en grande partie dû à ces intrants. Et puis effectivement, des problèmes, de là surgissent un certain nombre de problèmes liés à la non-durabilité de ce type de pratique. Typiquement, on ne préserve pas le capital naturel quand on dégrade le sol, ce qui arrive assez souvent avec ce type de pratique. Et puis on a aussi d'autres, ce qu'on va appeler des disservices qui peuvent survenir, par exemple quand on perd des biodiversités, quand on perd des pollinisateurs, etc. Du coup, l'idée de l'ingénierie écologique, mais du coup appliquée à l'agroécologie, finalement c'est de diminuer ces inputs, de mieux valoriser le fonctionnement interne de l'écosystème et tous les processus écologiques liés, de façon à maintenir la production de services d'approvisionnement de nourriture, et puis aussi de produire d'autres services, comme des services de régulation, de maintenir le capital naturel, et puis si possible de diminuer les disservices, donc par exemple des impacts négatifs sur la biodiversité. Alors, ça paraît, d'une certaine manière, ça peut paraître assez évident, et maintenant ce genre d'approche est assez générale et assez bien admise. Par contre, effectivement, le problème, c'est que, en fait, quand on commence à s'attaquer à la réalité des choses,
en fait c'est pas du tout facile. C'est-à-dire que bon, un champ en agriculture intensive, ça peut ressembler à ça. On a un champ de blé avec une seule espèce qui est cultivée sur une grande parcelle. Moi d'habitude, mon terrain, ça ressemble plutôt à ça. C'est une savane en Afrique de l'Ouest. Donc on voit que c'est très différent. Je peux étudier les processus qui se déroulent dans cette savane et essayer de les appliquer à ce champ de blé, mais évidemment il faut arriver à trouver des méthodes intelligentes de le faire pour continuer à produire, en l'occurrence du blé, suffisamment de blé, et puis en fait il y a tout un tas de contraintes à un système agricole, c'est-à-dire qu'il faut que l'agriculteur soit capable, même si moi ou d'autres inventent des nouvelles pratiques qui permettent de cultiver le blé différemment, il faut que l'agriculteur soit capable de mener ces pratiques, de les mener à bien, il faut que ce soit économiquement viable, etc. Et du coup, l'agroécologie, c'est quelque part sur cette flèche, c'est quelque part entre les deux, mais en fait, c'est pas du tout facile de savoir exactement où on doit se placer et à quoi ça va ressembler exactement. Bon, en gros, effectivement, on va essayer de garder un certain nombre de processus des écosystèmes naturels, mais il faut savoir lesquels, comment, et puis prendre en compte toutes les contraintes d'un système de culture. Alors, dans ce cadre-là, il y a quelque chose qui est assez un des apports je vais dire de l'écologie, mais ça ne vient pas que de l'écologie scientifique, c'est le rôle positif de la biodiversité. Donc d'une part, on sait que dans l'agriculture moderne intensive, on a eu tendance à réduire la biodiversité cultivée et non cultivée à des échelles très variées, depuis l'échelle du paysage jusqu'à l'échelle du champ, dans lequel généralement la diversité génétique à l'intérieur d'une variété qu'on cultive à l'échelle d'un champ est très réduite par rapport à la diversité génétique qu'on peut avoir dans une espèce de coquelicot qui pousse dans une prairie. Et du coup, une des choses qui s'est passée dans les 20 dernières années, peut-être un peu plus maintenant, en écologie, c'est de montrer que la biodiversité avait un rôle positif sur le fonctionnement des écosystèmes. Alors on va rentrer dans les détails un peu de ça par la suite, mais c'est quelque chose qui était au départ pas vraiment évident, c'est-à-dire que les gens se sont mis à dire, voilà, quand on a plus d'espèces dans un écosystème, l'écosystème fonctionne mieux. Et puis, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a un certain nombre de manières qui existent déjà, qui existent dans des pratiques agricoles traditionnelles, qui jouent sur cette biodiversité, ou en tout cas qui proposent plus de biodiversité que les pratiques actuelles. Alors, ça doit être les diapos d'après. Typiquement, une des premières pratiques qui maintiennent la biodiversité, au moins dans le temps, dans un paysage agricole, c'est de pratiquer des rotations. Au lieu de mettre du blé, mettons de mettre du blé tout le temps sur la même parcelle, ce qu'on fait de toute façon pas toujours. On essaye d'avoir des rotations qui font qu'on a différentes espèces au cours d'années successives. On peut ensuite avoir, des plantes de couverture. Donc ici on a du maïs et on a maintenu un couvert de graminées. Donc déjà on voit que ça a des avantages parce que le sol n'est pas nu, ça peut protéger le sol de l'érosion, ça peut maintenir de la biodiversité. Effectivement, un des gros problèmes de l'agriculture intensive, c'est que si on la pratique telle qu'on la pratique souvent en France, le sol est nu une bonne partie de l'année, ce qui fait qu'on n'a plus de biodiversité à la surface du sol, qu'il y a plus d'érosion, etc. Une façon d'aller un petit peu plus loin, c'est d'avoir des cultures intercalaires, c'est-à-dire de mélanger deux cultures. Et du coup, le sol, il n'est pas nu, parce que là, ici, par exemple, on a du blé et du soja. Donc on voit que le sol n'est pas nu, et puis l'intérêt, c'est que les deux plantes peuvent être façon cultivées et sont récoltées. Donc il y a une espèce de double bénéfice potentiel pour l'agriculteur. Typiquement, l'agroforesterie, c'est aussi une façon de jouer sur la biodiversité. On va mélanger une plante qui est cultivée. Ici, on a des caféiers, puis on a d'autres arbres. Donc, on a d'autres arbres dans le paysage qui peuvent aussi fournir des fruits, qui peuvent être récoltés. On peut récolter les bois des arbres. C'est aussi une façon de jouer sur la biodiversité. Et puis, ce dont je vais parler un peu, aujourd'hui, c'est les mélanges variétaux. L'idée, c'est au lieu d'avoir dans un champ une seule variété qui est assez homogène génétiquement, on va mélanger des variétés qui ont des caractéristiques différentes, et on peut espérer avoir un bénéfice de ce mélange de variétés. Alors pourquoi mélanger des variétés? Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que traditionnellement, en Europe, et puis c'est encore vrai dans certains coins en Afrique, etc., les agriculteurs font des mélanges de variétés, et puis, alors peut-être qu'Isabelle en parlera tout à l'heure, d'une manière générale, traditionnellement,
c'est l'agriculteur qui gère ces variétés et qui gère la diversité génétique des variétés qu'il cultive. Et donc, généralement, il y a des choses en agriculture traditionnelle. À l'intérieur d'un champ, on n'a pas du tout une homogénéité génétique comme on peut avoir dans un champ de blé dans la Beauce. Donc ça, c'est un courant d'idées, c'est des choses qui existent. Et puis, ce que je porte un peu ici en tant qu'écologue, c'est finalement toutes les expériences qui ont été faites en écologie, qui ont montré, alors c'était pas sur des mélanges variétaux, c'était sur des mélanges d'espèces. Donc là, vous voyez une expérience où chacun des petits carrés, c'est un mélange d'espèces. Et en gros, l'expérience de base, c'était de prendre un pool d'espèces, mettons une trentaine d'espèces, qui peuvent pousser dans une région, et pour chacune des parcelles, de tirer un mélange d'espèces au hasard, et ensuite de faire des statistiques pour montrer si ce mélange d'espèces pousse mieux ou moins bien que les espèces seules prises les unes isolées des autres. Et puis, généralement, ces expériences ont montré qu'on avait un petit bénéfice à mélanger des espèces. Du coup, actuellement, il y a, finalement, pour toutes les raisons que j'ai annoncées depuis le début, le fait qu'on sait que l'agriculture intensive avec beaucoup d'intrants n'est pas durable, le fait que dans les agricultures traditionnelles, on a plus de diversité génétique que dans l'agriculture intensive, et puis ces expériences en écologie, tout ça, ça donne envie de travailler sur les mélanges variétaux, et de voir quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer. Alors, là-dedans, l'écologie peut apporter un certain nombre de choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas, toutes les expériences du style de celles que j'ai présentées avant, où on mélange des espèces dans des parcelles. Donc c'est cette approche expérimentale développée, qui est en interaction étroite avec un cadre conceptuel que je vais un peu présenter après. C'est qu'il y a toute une idée, tout un tas de théories sur les mécanismes qui sont mis en jeu quand on mélange des espèces ou éventuellement des variétés. Et puis là, je parle du cadre un peu théorique des services écosystémiques. C'est l'idée de nouveau que si on a besoin d'une agriculture multifonctionnelle, il faut jouer sur l'ensemble des services qui sont fournis par un champ, par un paysage agricole, par une exploitation agricole, et que l'écologie peut fournir un certain nombre d'idées et de résultats là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par présenter un certain nombre de résultats qui viennent plutôt de l'écologie. Et l'idée, c'est de montrer ensuite que ces résultats sont intéressants, ça peuvent nous donner envie d'aller plus loin, mais qu'en fait ça ne suffit pas. On a besoin d'autre chose pour arriver à vraiment développer des mélanges variétaux intéressants pour les agriculteurs et pour que les agriculteurs développent et utilisent ces mélanges. Alors, cette première diapositive, certaines des diapositives sont un peu compliquées, celle-là est importante, donc je vais passer un peu de temps dessus. L'idée, c'est d'expliquer quels sont les mécanismes mis en jeu par des mélanges variétés ou des mélanges d'espèces. Alors, c'est des mécanismes qui ont plutôt été démontrés pour des mélanges d'espèces à la base, mais qui a priori devraient être valables pour des mélanges variétaux. Alors, le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle la complémentarité ou la facilitation. L'idée, c'est que, déjà, si je mélange des variétés, ça a un intérêt seulement si les variétés ont des caractéristiques différentes. Elles n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques de croissance, de résistance aux maladies, de système racinaire, etc. Du coup, il y a l'idée que si j'ai une seule variété ou une seule espèce dans un champ, il y a l'idée que cette espèce ne peut pas occuper toutes les niches écologiques disponibles dans ce champ, et qu'en gros, elle ne peut pas utiliser toutes les ressources disponibles dans ce champ. Alors je vais caricaturer, mais en gros, on peut imaginer que si j'ai une seule espèce, une seule variété qui n'a que des racines superficielles, eh bien cette espèce ne va pas réussir à récupérer de l'eau ou des nutriments minéraux plus profondément dans le sol. Par contre, si j'ai deux espèces ou deux variétés, dont une qui a des racines superficielles et une qui a des racines plus profondes, on peut imaginer que si on met les deux espèces en même temps, elles vont être mieux capables de récupérer l'ensemble des ressources disponibles dans le champ que si j'en mets une seule. Du coup, effectivement, si je passe à plus d'espèces ou plus de variétés qu'une seule, on va utiliser mieux les ressources. Et puis, il y a même une chose en plus qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir des interactions positives entre ces espèces et ces variétés. Alors l'exemple en fait le plus connu, qui est peut-être même un peu caricatural, et qui est connu en écologie dans les expériences que je vous ai présentées, mais qui est connu en agriculture depuis longtemps aussi, c'est que, en agronomie c'est connu dans les prairies par exemple,
Si on mélange des plantes légumineuses avec des graminées, les plantes légumineuses vont fixer de l'azote qui va retomber qui va être transféré au sol, et que les graminées vont pouvoir absorber aussi. Donc il y a une interaction positive entre les graminées et les légumineuses. Alors ça peut passer, il y a des choses plus compliquées après qui passent par la gestion du phosphore entre les graminées et les légumineuses aussi. Et donc on peut aussi avoir des synergies entre les variétés ou les espèces qu'on n'aurait pas si on a une seule variété ou une seule espèce. Ce qui est intéressant avec ce mécanisme de complémentarité ou de facilitation, c'est que si on augmente la diversité, on peut atteindre une production de biomasse, ou une production de grains de blé, qui théoriquement peut être supérieure dans le mélange à la production qu'on aurait avec la meilleure variété prise toute seule. C'est-à-dire qu'on peut faire mieux, le mélange peut faire mieux que la monoculture entre guillemets, que l'espèce ou la variété prise isolément. Donc ça c'est une première catégorie de mécanismes. L'autre mécanisme important, c'est ce qu'on appelle, alors on appelle ça soit l'effet de sélection ou l'effet d'échantillonnage, sampling effect. Alors là c'est un petit peu plus difficile à comprendre. L'idée c'est que si je suis un agriculteur et que je choisis au début, au moment où je dois semer, je choisis une variété que je vais semer dans mon champ. À un moment donné, l'agriculteur il fait un pari, c'est-à-dire il doit choisir la variété en fonction de ce qu'il connaît des caractéristiques de son champ et de ce qu'il imagine être le climat pendant toute la saison de végétation. Donc il fait un pari. Et en gros, il y a l'idée que s'il choisit une seule variété, il y a des fois où il tombera bien, il tombera sur la bonne variété qui va bien pousser dans son champ, dans le climat qu'il va avoir cette année, mais il y a des fois où il va mal tomber. Alors que si il fait un mélange de variétés, il a plus de chances, il a des chances de tomber sur une variété qui va très bien pousser dans ce champ-là, et qui va en plus bien se développer dans les conditions de cette année-là, avec une pluviométrie répartie de telle façon, avec les températures qui augmentent de telle façon à partir de tel mois, etc., etc. Et du coup, il y a l'idée que si on fait un mélange, on a une espèce de... en fait, en gros, on a plus de chances que ça marche. Alors cet effet, il est un peu compliqué. Une des choses qui est compliquée, c'est pour que ça marche, il faut que... ici, en fait, donc là, j'ai fait mon mélange d'espèces ou mon mélange de variétés. Et puis, l'axe des ordonnées, c'est la production, en fait, c'est le succès de la variété ou de l'espèce dans les conditions données. Et ok, si je fais un mélange, je vais en avoir quelques-unes qui vont bien se débrouiller, mais pour que ça ait un résultat positif en termes de quintaux de blé, en termes de production agricole, il faut aussi que ces variétés-là, en fait, elles occupent bien la surface dans le champ, parce qu'effectivement, si on imagine qu'on plante toutes ces variétés à proportion égale, en fait, s'il y en a qui ne marchent pas du tout, en fait, on va avoir des trous dans le champ, à la limite, il y a des endroits où le blé ne va pas pousser, en poussant le raisonnement un peu loin, et du coup, on ne va pas avoir de gains très importants. Par contre, si les variétés qui marchent très bien, elles arrivent par exemple à taler beaucoup et à faire beaucoup de tiges, elles peuvent occuper l'espace et elles peuvent jouer un rôle sur la production totale du champ de blé. Donc là, il faut vérifier cette condition-là. Et puis du coup, ce mécanisme-là, il est intéressant, mais par contre, il ne permet pas au mélange de variétés de dépasser la meilleure variété qui pousserait seule. C'est-à-dire qu'on voit ici qu'il y a une variété qui toute seule cette année-là se débrouille très bien. Si je fais un mélange de variétés, au mieux je peux atteindre ce niveau-là, mais je ne peux pas atteindre au-dessus. Une chose qui est intéressante aussi, c'est ce qui est en dessous ici, c'est qu'a priori, on a montré aussi qu'en mélangeant des variétés, enfin en tout cas ça a été démontré donc, sur des mélanges d'espèces, en fait on avait tendance, en mélangeant ces espèces, on avait tendance à diminuer la variabilité temporelle de la production. Et ça c'est quelque chose qui est très important en agriculture et pour les agriculteurs. C'est que les agriculteurs, ils n'ont pas nécessairement besoin d'augmenter leur production, mais souvent, pour des raisons économiques, ils ont besoin de stabiliser leur production et de ne pas avoir une mauvaise année où leur production est diminuée par 25%, qui pose plein de problèmes économiques. Donc ça, c'est les deux mécanismes qui sont potentiellement derrière tous les effets de la biodiversité. Alors il y a d'autres résultats en écologie qui sont intéressants. Ça c'est un graphique qui suggère que, de nouveau j'augmente le nombre de variétés ou d'espèces ici,
Et puis là, en fait, sur l'axe des ordres de données, je regarde la production. Alors là, c'est pas de la production alimentaire, c'est un ensemble de services qui est fourni par le champ. Et en fait, il y a des résultats qui suggèrent que quand on regarde un seul service, mettons la production de blé, on a une augmentation de ce service avec le nombre de variétés ou d'espèces, mais on a une augmentation assez faible. Par contre, si on regarde plus de services, si on regarde en même temps le maintien de la fertilité du sol, si on regarde la diminution de la production de gaz à effet de serre comme le N2O, si on regarde le maintien de la biodiversité, eh bien plus on prend en compte de services, plus en fait la courbe va avoir une pente, en fait plus l'effet du nombre de la biodiversité va être élevé sur la production de cette somme de services. Avec l'idée derrière, en fait, est peut-être assez facile à comprendre, c'est que l'idée c'est que si je regarde un seul service, alors, quelque part, il suffit que je trouve la meilleure variété ou la meilleure espèce qui peut fournir ce service. Et à la limite, on peut trouver une variété élite de blé qui, dans les conditions, va avoir une très bonne production. Par contre, il y a peu de chances que cette variété soit optimale pour fournir tous les services possibles. Et du coup, il y a l'idée qu'on peut avoir différentes variétés qui jouent plus ou moins sur différents services. Et donc, en mélangeant les variétés, on a un bénéfice sur la production totale d'espèces. Alors ça c'est une autre idée qui est importante pour l'agriculture. En écologie, à un moment donné, les gens se sont demandé est-ce qu'on avait toujours le même bénéfice à mélanger des espèces ou des variétés en fonction de la qualité de l'environnement. Est-ce que si il y a beaucoup d'eau dans le sol, s'il y a beaucoup de nutriments minéraux, on va avoir autant d'effets positifs de la biodiversité que si, au contraire, le sol est pauvre en nutriments, en eau, s'il y a des agresseurs, des pucerons, des herbivores, etc. Et il y a un certain nombre de résultats en écologie qui suggèrent qu'en fait, plus les conditions sont mauvaises, plus il y a un intérêt à avoir de la biodiversité. Alors, il y a différents mécanismes possibles. Un des mécanismes, c'est que il y a l'idée, ça a été démontré dans certains écosystèmes, que plus les conditions sont mauvaises, plus il peut y avoir des interactions positives entre les variétés, entre les espèces. Alors qu'en fait, si les conditions sont bonnes, ce qui se passe, c'est qu'il y a une variété ou une espèce qui va être optimale pour ces conditions, qui va pousser énormément, qui va rentrer en compétition avec les autres, et on va avoir assez peu de bénéfices à la biodiversité. Et ça, c'est une question qui est, du coup, c'est pas très clair en agriculture pour le moment, à quel point le bénéfice à mélanger des variétés va dépendre du type d'agriculture en termes de quantité d'intrants, par exemple, qu'on va utiliser. Et donc, typiquement, ça conduit à des questions très pratiques. Est-ce qu'on a autant intérêt à mélanger des variétés en agriculture intensive avec beaucoup d'intrants que dans une agriculture, mettons, en agriculture biologique? Alors, on aurait plutôt tendance, alors je pense que c'est pas complètement démontré pour le moment, mais on aurait plutôt tendance à penser qu'on a plus intérêt à développer les mélanges variétaux en agriculture biologique qu'en agriculture intensive. Mais c'est pas complètement évident. Alors là, le schéma est à peu près incompréhensible, donc je vais juste essayer de vous le... Je pense que le schéma, il y a Isabelle qui avait pas mal participé à la conception du schéma. Il y a des résultats en écologie qui montrent que quand on mélange des espèces, on peut avoir un bénéfice à ce mélange d'espèces. Et ces résultats montrent que si on laisse ce mélange d'espèces pousser et se ressemer pendant plusieurs années, et bien sûr, il va y avoir un peu d'évolution de ce mélange d'espèces, c'est-à-dire que oui, il va y avoir de l'évolution, il va y avoir des mutations, il y a certains gènes qui vont être défavorisés dans les espèces de ce mélange, etc. Et du coup, ces résultats suggèrent que quand on les laisse évoluer, eh bien, le mélange d'espèces va fournir encore un plus grand bénéfice que si on n'a pas laissé les espèces évoluer et coévoluer, en fait. C'est aussi l'idée que ces espèces peuvent coévoluer ensemble. Et du coup, il y a un peu l'idée que, pour le moment, il y a plusieurs idées, mais une des idées, c'est que pour le moment, quand on fait des mélanges variétaux, on a tendance à utiliser les variétés qui existent. Donc des variétés qui soient des variétés du catalogue, soit éventuellement on peut prendre des variétés anciennes, mais ça reste des variétés qui existent. Et il y a l'idée que peut-être, à un moment donné, si on veut vraiment développer les mélanges variétaux, il faudrait soit sélectionner spécifiquement des variétés pour qu'elles soient adaptées aux mélanges variétaux, et peut-être même l'étape ultime, c'est d'arriver à... soit on fait cette sélection séparément, on sait que pour faire un bon mélange variétal, il faut une variété de tel type, une variété de tel type, je les sélectionne séparément. Et pour aller un peu plus loin, on pourrait imaginer des dispositifs où en fait on fait vraiment évoluer le mélange sur place. Un agriculteur laisse évoluer sur place un mélange variétal.
Alors, tout ça, c'est bon, c'est en partie des résultats qui viennent de l'écologie, donc d'expériences qui ne visaient pas du tout à maximiser ou à stabiliser la production d'un champ de blé. Donc typiquement, effectivement, en fait, on voit qu'en écologie, la biodiversité en moyenne a un effet positif. Voilà. Et alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que ces expériences en écologie, il y a bien cet effet positif qui a été démontré, mais cela dit, c'est pas un effet qui est énorme non plus. Il ne faut pas non plus s'attendre à augmenter de 50% la production comme ça. Ça c'est déjà une limitation, il faut quand même être modeste. Et puis, en fait, quand j'ai commencé, au bout d'un an ou deux que j'ai travaillé dans le projet Witamix, j'ai fini par comprendre quelque chose à la fois complètement évident, mais qui me paraît toujours un peu surprenant, c'est qu'en fait, les chercheurs en écologie, ils étaient super contents de montrer qu'il y avait un petit effet positif de la biodiversité. Mais en fait, un agriculteur, il se moque complètement de savoir s'il y a un petit effet positif moyen de mélanger des variétés. Lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est comment choisir son mélange de variétés. Et ça, typiquement, les écologues, ils ne se sont jamais intéressés à faire ça. C'est assez bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, les expériences sur le lien entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, ça a servi beaucoup comme argument pour dire qu'il fallait protéger la biodiversité et que la crise de biodiversité actuelle était une catastrophe parce qu'on perdait à la fois de la biodiversité, mais on perdait du bon fonctionnement des écosystèmes. Et voilà, mais en même temps, ils ne se sont jamais dit, tiens, comment est-ce qu'on peut utiliser ces résultats si je veux optimiser un mélange, si je veux trouver le meilleur mélange. Et du coup, ça, c'est des choses qui sont en cours dans le laboratoire d'Isabelle, qui sont un peu en cours dans le projet Witamix, où il y a une part du projet auquel je n'ai pas participé, qui travaillait un peu comme ça. Et l'idée, c'est de trouver des règles d'assemblage, essayer de trouver des règles qui peuvent permettre d'expliquer à un agriculteur comment il doit choisir les variétés qu'il va mélanger. Et puis, effectivement, une des choses qui m'a surprise aussi, c'est que en fait, on a assez peu de connaissances sur les caractéristiques des variétés qui sont cultivées, qui sont au catalogue, etc. Donc il y a des choses qui sont connues, c'est-à-dire que, typiquement, on sait que les variétés modernes, elles sont plus petites que les variétés anciennes, qui sont plus grandes. On sait que certaines variétés ont été développées pour résister à telle ou telle maladie, donc on sait ce genre de choses. Mais en fait, on ne sait quasiment rien sur l'architecture du système racinaire. On ne sait quasiment rien, on sait à peu près rien sur l'impact sur la biodiversité et sur l'impact sur les micro-organismes du sol. Il y a énormément de choses qui sont pas connues. Donc techniquement, de plus en plus, je pense qu'on va aller vers une caractérisation meilleure des variétés. Mais du coup, il y a vraiment plein de choses à étudier. Alors, c'est des choses qu'on sait étudier, soit en agronomie, soit en écologie. Je sais pas, dans le laboratoire, on travaille beaucoup sur les interactions plantes-sol, comment les plantes modifient les communautés de micro-organismes et comment ces communautés de micro-organismes qui influencent des flux de carbone, des flux d'azote, peuvent maintenir ou non la fertilité du sol et permettre aux plantes de bien pousser ou pas. Donc conceptuellement et en termes de méthodologie, c'est des choses qui existent, mais les connaissances n'ont pas encore été bien récoltées. Il n'y a pas de base de données qui me permettent de dire quel est l'impact de chacune des variétés de blé sur la communauté des bactéries nitrifiantes d'un sol ou des nitrifiantes ou ce que vous voulez. Donc il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit tout de suite, c'est ce que je viens de vous dire. C'est que ça, typiquement, c'est le genre de courbe qui était obtenu en écologie par les mélanges dans ces expériences biodiversité et fonctionnement où on mélangeait des espèces. Donc vous voyez qu'il y a plein de points avec une énorme variabilité et on voit qu'en fait, effectivement, si on augmente le nombre d'espèces, on a des droites avec une pente positive, donc on augmente un petit peu la production de biomasse. Mais en fait, il y a une énorme variabilité autour de ces droites moyennes. Donc pour un agriculteur, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça donne l'idée qu'il y a des mécanismes à aller creuser derrière, à aller chercher derrière, mais ça ne suffit pas du tout pour l'agriculteur. Lui, l'agriculteur, il a vraiment besoin de savoir quelle variété mélanger. Donc soit qu'on lui donne directement, qu'on lui dise, voilà, ça c'est le bon mélange pour toi dans ces conditions-là. Soit même d'avoir plutôt des règles. On va lui dire, il faut plutôt mélanger des variétés qui ont telles caractéristiques avec des variétés qui ont telles caractéristiques, etc. Alors, vous avez encore fort au plan. Non, je peux même finir là ou accélérer. Ouais, peut-être finir. Alors peut-être passer là, parce que Isabelle Granger va être sans doute assez complémentaire de ce que
posées, donc peut-être qu'on pourra reprendre l'ensemble de la discussion avec les deux exposés. Ça sera peut-être un peu plus... Je vais juste faire cette diapositive, juste pour aller plus loin. Il y a plein de choses qui sont en cours et enfin, il y a plein de choses bien qui font que ça va avancer ce type de questions. En mon sens, pour vraiment bien avancer, il faut combiner toutes ces approches-là. À un moment donné, on a besoin d'expérience en conditions contrôlées, peut-être en serre, pour essayer de comprendre les mécanismes. À un moment donné, il y a des mécanismes qu'on peut étudier comme conditions contrôlées. Bien sûr, on a besoin d'expérience en petites parcelles agronomiques, comme celles qu'on a fait dans Vitamix, qui peuvent apporter un certain nombre de résultats. À un moment donné, on a vraiment besoin de passer, c'est des choses que j'ai jamais faites, mais vraiment passer sur des expériences avec les agriculteurs, sur des parcelles de taille réelle, dans les conditions réelles d'exploitation. Parce qu'à un moment donné, il faut passer à cette échelle-là. Et puis typiquement, il y a certains mécanismes qu'on ne peut pas étudier sur des petites parcelles. Nous, dans ces parcelles-là, on a étudié aussi l'impact des mélanges variétaux sur les carabes, les araignées, les vers de terre, etc. Et en fait, les parcelles sont trop petites et l'expérimentation dure trop peu longtemps pour qu'on observe des effets sur cette biodiversité. Et puis, on a aussi besoin de modélisation qui peut permettre d'étudier virtuellement certains mécanismes qui permettent de faire des prédictions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a une idée, par exemple, de règles d'assemblage, on va dire qu'il faut assembler des variétés qui ont telle et telle caractéristique, on peut aussi vérifier ou explorer ça avec des modèles. Et je pense que ça c'est vrai je pense que ça c'est vrai finalement pour toute l'agronomie et toute l'écologie. C'est important de mélanger des approches pour arriver à des choses un peu, à la fois solides en termes de résultats scientifiques et puis des choses vraiment utilisables sur le terrain par les agriculteurs. Et puis voilà.